Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 4 janvier 2021. Bienvenue dans À l'air libre. C'est la rentrée, c'est la nouvelle année. Bonne année à toutes et à tous. Au sommaire de cette émission, l'hommage à Cédric Chouviat, ce coursier et père de famille de 42 ans, mort il y a un an des suites d'une violente interpellation de police. Avec Youmni Kezouf, nous sommes allés à la Marche Blanche, organisée hier à Paris par sa famille. Page américaine ensuite, à un peu plus de 2 semaines de l'investiture de Joe Biden. Et alors que Donald Trump ne lâche toujours pas l'affaire, on en parle avec notre journaliste à New York, Alexis Buisson, et avec la chercheuse Tamara Boussac sur notre plateau dans un instant, et Mathieu Magnodex ici à Paris. Salut Mathieu. Salut. Et bonne année. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 48, saison 2. C'était il y a un an, le 3 janvier 2020, la violente interpellation par la police de Cédric Chouviat ayant conduit à sa mort. Cette interpellation avait été filmée par plusieurs personnes. Des vidéos alors obtenues par Mediapart montraient 3 policiers plaquer au sol Cédric Chouviat, encore casqué, et se maintenir sur lui alors qu'il montrait des signes d'épuisement. Cédric Chouviat décédera des suites d'un arrêt cardiaque dû à un manque d'oxygène. Sa mort est prononcée le 5 janvier. C'était donc il y a un an, et hier, dimanche 3 janvier 2021, une marche blanche était organisée à Paris par sa famille pour se souvenir. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de l'Uruguay dans le 16e arrondissement de Paris pour refaire le dernier trajet de Cédric Chouviat avant sa mort, quelques centaines de mètres plus loin qu'est Branly. Parmi les présents, quelques élus et d'autres familles de victimes de violences policières comme Assa Traoré, venus soutenir la famille dans ce moment difficile. C'est difficile aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, contre notre volonté, on réalise que voilà, les années à venir, les jours à venir, les semaines à venir, il ne sera plus là. Et on est obligé de repenser à ce qui s'est passé dans les moindres détails. Et à la finale, c'est toujours la même chose. On se dit, c'est tellement injuste, c'est tellement gratuit, c'est tellement... Il n'y a pas de mots, en fait. C'est un cauchemar. Au fil de la marche, ce message « J'étouffe » collé sur les murs de la ville et inscrit sur des grandes pancartes. « J'étouffe », la phrase prononcée 7 fois par Cédric Chouviat juste avant de mourir, est scandée hier par les manifestants. J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Sur le camion, la jeune femme au bonnet gris, c'est la fille de Cédric Chouviat, Sophia. Elle a 20 ans et pendant cette marche, elle a été très active, tantôt à consoler son petit frère, tantôt à prendre le micro pour haranguer la foule. Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! La justice pour son père, comme elle nous l'a expliqué, sans haine contre la police. Pour moi, c'est pas les policiers en soi les méchants, c'est les policiers qui respectent pas en fait leur devoir de protéger ces gardiens de la paix. Donc moi, j'invite en fait les vrais gardiens de la paix à se joindre à nous, parce que c'est notre protecteur. Et j'en veux pas aux mots police, j'en veux aux mots bavure policière, aux ennemis de la paix. Pour nous aujourd'hui, c'est les gens qui sont contre l'injustice et pas contre la justice ou l'État. Vous n'avez pas la haine? Non, j'ai pas la haine, je suis triste. Je suis triste de ce qui arrive dans notre pays. Le pays des droits des hommes, oui, c'est de la tristesse. Je suis triste que mon père, il a été tué par des gens qui étaient censés le protéger. Donc c'est ça aujourd'hui que je veux rappeler aux gens. Sans haine, juste l'émotion de la tristesse, je pense que ça suffit. Alors, pas de haine, juste de la tristesse et des interrogations. Un an après, l'instruction menée par des juges pour déterminer les circonstances de la mort de Cédric Chouviat et la responsabilité des policiers suit son cours. Mais ce que la famille ne comprend pas, c'est pourquoi ces policiers ne sont pas suspendus. Nous, on demande la suspension des 4 individus. L'histoire de mon fils, c'est de mon histoire, parce que je peux pas indéfiniment laisser ça comme ça, dire Cédric, il est mort. Vous savez, mon petit-fils, il a 4 ans le dernier. Qu'est-ce que je lui dis? Quand il va avoir 10 ans, je vais lui dire quoi? Quand il va me poser des questions? Quand il va voir un policier? Alors que nous, la famille, on a toujours dit depuis le début, non, les policiers, c'est pas tous des tueurs, c'est pas tous des assassins. Un jour, il a dit à sa mère, il a dit, ah, c'est eux qui ont tué papa? Sa mère, elle a dit, non, c'est pas eux, chérie. Mais parce que nous, on est une vraie famille, on n'a pas de haine envers la police, on n'a pas de haine envers la justice, on est une famille de travailleurs, on essaye de faire notre job, on essaye de vivre comme des bons citoyens. Les avocats de la famille ont même écrit le 10 décembre dernier à Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. On cesse de répéter que la police serait le corps le plus sanctionné et le plus contrôlé. Mais lorsque ce corps n'est pas sanctionné,
n'est pas suspendu lorsqu'il y a eu mort d'homme, c'est à se demander dans quelles circonstances il peut l'être. Autre demande de la famille, elle concerne les techniques d'interpellation qui ont été fatales à Cédric Chouviat. Et elles étaient inscrites sur une grande banderole en tête de cortège. Stop à la clé d'étranglement, stop au plaquage ventral. Depuis le début, les familles demandent le retrait de ces deux techniques. Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, s'y était engagé il y a 6 mois. Et j'ai décidé de prendre des mesures car personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou. Pourtant, elles sont toujours en vigueur, ces techniques. Pas étonnant pour le père de Cédric Chouviat. Quand j'ai été chez Castaner, dans son bureau, quand il nous a reçus avec la famille, j'y avais demandé solennellement, j'ai dit, Monsieur Castaner, je vous demande solennellement d'arrêter la clé d'étranglement et le plaquage ventral. Il m'a rétorqué, il m'a dit, Monsieur Chouviat, je vais essayer, je vous promets, mais dans moins de 48 heures, j'aurai tous les syndicats dans mon bureau. Ça n'a pas raté. Elle est revenue dans la clé d'étranglement, elle n'est toujours pas interdite. Alors aujourd'hui, son autre avocat, maître Harry Halimi, s'adresse directement à Emmanuel Macron. Un message aujourd'hui de la part de la famille, c'est un message au président de la République. Et ce message, c'est qu'il prenne conscience que cela ne va pas durer, qu'il y a une énorme colère du côté des familles de victimes et qu'il est normal et raisonnable aujourd'hui que l'état de droit revienne, que ces techniques létales soient interdites, que les fonctionnaires de police soient suspendus lorsqu'il y a mort d'homme ou lorsqu'il y a des fautes qui sont avérées. Et à ce jour, 3 des 4 policiers sont mis en examen. Le 4e est placé sous le statut de témoin assisté. Tout de suite, on parle des États-Unis avec notre invitée, la chercheuse Tamara Boussac. Bonjour Tamara Boussac. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Vous êtes docteur en histoire des civilisations aux États-Unis à l'EHESS et spécialiste du conservatisme américain. Je vous présente Mathieu Magnodex de la rédaction. Et on sera tout à l'heure en ligne avec notre journaliste à New York, Alexis Buisson, qui revient de reportage en Géorgie où se joue demain la couleur politique du Sénat. Mais d'abord, le point sur Donald Trump et ce qui se passe dans sa tête. Comme on était en vacances, on prend un peu des nouvelles. On l'a quitté il y a 2 semaines, pas du tout prêt à lâcher le trône et on le retrouve après les fêtes dans le même état d'esprit, dans un parfait déni. On est pourtant 2 mois après l'élection et Donald Trump battu ne reconnaît toujours pas sa défaite alors que le démocrate Joe Biden sera investi le 20 janvier à Washington. Tamara Boussac, c'est du jamais vu ça. Oui, c'est vraiment du jamais vu. Enfin, quelqu'un qui comme ça refuse sa défaite, refuse de l'admettre et qui surtout maintenant se met à faire pression sur les responsables des élections au sein des États, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, tous les responsables politiques prennent position, les médias américains également. Donc oui, c'est vraiment quelque chose d'assez inédit. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Alors, comme vous l'avez dit, on se demande un peu ce qui se passe dans sa tête. Il y a de fait certaines personnes qui vont mettre en avant des raisons un peu psychologisantes, qui fait qu'il évolue effectivement dans un monde où il ne peut pas avoir perdu. Mais je pense qu'il y a aussi quand même des raisons politiques qui sont assez fortes. C'est-à-dire que déjà, je pense que pour lui, c'est un peu une ultime nuisance qu'il exerce à la fois contre les démocrates, en remettant en cause son légitimité, mais aussi contre les Républicains. Il met à l'épreuve son propre parti, en fait, parce qu'il attise une forme de scission, en fait, au sein du parti, entre ceux qui ne vont pas le lâcher, qui vont le suivre jusqu'au bout. Et on voit très clairement qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à le suivre dans cette voie, et ceux qui, au contraire, l'ont déjà lâché. Par exemple, Mitch McConnell, le sénateur du Kentucky, qui est le chef des Républicains au Sénat. Donc je pense qu'il essaye vraiment de montrer que jusqu'au 20 janvier, c'est vraiment lui le président, et que les Républicains qui iront avec lui jusqu'au bout sont vraiment les Républicains qui pourront prendre la relève. Voilà. Alors justement, on va revenir avec toi, Mathieu, sur ces 2 mois de déni. Ouais, Valentine, tu l'as dit, Donald Trump n'a jamais admis sa défaite, même pas de la plus légère des façons, même pas dans des tweets, même pas dans un demi-tweet. Défaite pourtant claire, il faut le redire, dans les urnes, en nombre de voix, 81 millions pour Biden, 74 millions pour lui, en nombre de grands électeurs qui, aux États-Unis, déterminent le résultat de l'élection. Déni total, illustré par cette conversation hallucinante révélée ce week-end par le Washington Post. On y entend Donald Trump demander au secrétaire d'État de Géorgie, donc chargé des élections dans cet État, un
un républicain. Et dans cet État donc, que Trump a perdu, eh bien, il lui demande de lui attribuer les 11 000 voix qui lui manquent. On écoute. We have won this election in Georgia based on all of this. And there's nothing wrong with saying that, Brad. You know, I mean, having a correct... the people of Georgia are angry. And these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. You should want to have an accurate election. And you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, you don't. No, you don't. You don't have. Not even close. You're off by hundreds of thousands of votes, and you can't let it happen, and you are letting it happen. You know, I mean, I'm notifying you that you're letting it happen. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Donc on l'entend très clairement, Donald Trump fait pression sur un élu républicain pour que l'État de Géorgie modifie les résultats de l'élection. On est carrément tombé dans un système mafieux là. Oui, surtout qu'en plus, il a un mois de retard parce que l'élection, elle a été certifiée par les autorités de Géorgie. Donc effectivement, il y a eu une période de flottement, et notamment en Géorgie. C'est l'État dont on avait le plus parlé au moment de l'élection, où on n'était pas vraiment sûr qui avait vraiment gagné, Biden ou Trump. Et il y a eu un moment où, effectivement, selon les règles électorales de l'État de Géorgie, il y a eu un recompte des voix. Donc, s'il y avait un moment où il fallait faire pression, c'était ce moment-là. Là, c'est évidemment beaucoup trop tard. Et puis, ce n'est pas comme s'il faisait vraiment pression avec en tête voilà, l'élection qui va avoir lieu demain en Géorgie. Effectivement, c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre. Les élections sont certifiées, il n'y a aucun moyen que ces pressions aboutissent à quoi que ce soit. C'est un peu l'énergie du désespoir. Depuis 2 mois, donc, l'argument de Trump, Mathieu, est toujours le même. Il y a eu des fraudes massives. Oui, argument répété par Donald Trump, mais battu en brèche ces dernières semaines par son propre ministre de la Justice, par nombre de responsables locaux des élections, y compris comme l'élu qu'on a vu des Républicains, par aussi beaucoup de tribunaux qui ont été consultés, enfin qui ont été activés par l'équipe légale et les avocats de Donald Trump, aussi par les juges conservateurs de la Cour suprême, nommés par lui, pour certains, qui, à chaque fois, ont jugé ces arguments douteux ou contestables. Mais de tout cela, Trump se moque. À nouveau, on va écouter un extrait de l'échange révélé par le Washington Post. Dialogue de sourds, à nouveau, vous allez l'entendre, entre le président et le responsable républicain des élections en Géorgie. Now, do you think it's possible that they shredded ballots in Fulton County? Because that's what the rumor is. And also that Dominion took out machines. That Dominion is really moving fast to get rid of their machinery. Do you know anything about that? Because that's illegal. This is Ryan Germany. No, Dominion has not moved any machinery out of Fulton County. We're having. Well, but have they moved? Have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts? No. You sure, Ryan? I'm sure, Mr. President. And what about the ballots, the shredding of the ballots? Have they been shredding ballots? No. The only investigation that we have into that, they have not been shredding any ballots. Mr. President, the problem you have with social media, people can say anything. No, this isn't social media. This is Trump media. Oui, on en voit dans ce son, c'est à la fois le responsable des élections en Géorgie et son avocat, tous les deux répondent au président en disant « Non, désolé, monsieur le président, il y a rien à voir, en fait. » Le plus poliment du monde, ils lui disent, mais il ne comprend pas. Et on entend à la fin de ce son, c'est intéressant, Trump dit « Non, c'est pas les réseaux sociaux qui disent ce que je raconte, ce sont les médias Trump qui disent ça. » On voit bien, phrase assez symptomatique du fait qu'il y a une sorte de fiction parallèle, comme ça, alimentée depuis des semaines par le président, mais aussi, vous l'avez dit, par de nombreux élus républicains, comme le sénateur du Texas, Ted Cruz, une des figures de la droite américaine. On regarde. And we've seen in the last 2 months unprecedented allegations of voter fraud. And that's produced a deep, deep distrust of our democratic process across the country.
cities controlled by Democratic politicians shutting down the vote, throwing out observers, disregarding the law. 39% of Americans think, quote, the election was rigged. And that includes 17% of Democrats, 31% of independents. That's bad for our democracy. That's bad for the legitimacy of any subsequent presidential elections. And so dismissing these claims, I think, does real violence to our democratic system. Oui, rhétorique assez diabolique, hein, Valentine, d'élus républicains qui passent des semaines à contester l'élection et font mine ensuite de s'étonner qu'elle soit contestée. Oui, et puis cette méfiance, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'elle est directement alimentée par le déni de Trump et de ses soutiens, les plus acharnés, qui disent ensuite « Ah, mais plein de gens contestent les résultats de l'élection », alors qu'en fait, ce sont eux qui les contestent. Pourquoi est-ce que des élus comme Ted Cruz ont décidé d'aller jusqu'au bout, d'être dans cette logique de coûte que coûte de contester l'élection? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? C'est assez surprenant parce que... c'est vrai qu'à partir du moment où la plupart des recours en justice n'avaient pas abouti, il y a quand même eu beaucoup de républicains, vous l'avez rappelé, qui ont reconnu la défaite de Trump, la victoire de Biden. Est-ce qu'il y en a eu tant que ça, quand même? Alors, il y en a eu disons des figures importantes, et notamment Mitch McConnell, qui est vraiment l'une des figures politiques les plus influentes aux États-Unis, et qui justement, lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment éviter l'implosion du Parti républicain autour de la question de Trump. Donc effectivement, au mois de décembre, il y a quelques élus républicains de la Chambre des représentants qui se sont mis à dire qu'ils allaient contester le 6 janvier, au moment où le Congrès ratifie le vote du collège électoral, qu'ils allaient contester cette décision. Et Mitch McConnell a commencé à dire, à interdire aux sénateurs de faire la même chose, justement pour garantir l'unité du parti. Et on voit que typiquement Ted Cruz, par exemple, il est suivi par d'autres qui sont un peu du coup des figures montantes du Parti républicain, qui au contraire vraiment prennent fait et cause pour le président pour des raisons électoralistes en fait. Déjà pour garantir leur propre réélection aux prochaines sénatoriales où ils vont concourir, pour éviter d'être mis en concurrence avec des républicains pro-Trump, qui pourraient être des challengers pour eux localement. Bon, Ted Cruz, c'est le Texas en l'occurrence. Et aussi pour 2024, dans une perspective où on ne sait pas si Trump va être candidat, et s'il ne l'est pas, de fait, il va y avoir un vide à combler. Et je pense que beaucoup font le pari que l'adoubement de Trump sera nécessaire pour remporter l'investiture républicaine à ce moment-là. Et je pense ce qu'ils ont à gagner, c'est effectivement de raviver leur base localement, mais aussi peut-être aux prochaines primaires d'avoir un soutien affiché de Donald Trump et donc peut-être de réussir à tirer leur épingle du jeu à ce moment-là. Y compris des gens comme Ted Cruz qui sont quand même fait humilier par Trump depuis des années. C'est-à-dire que Ted Cruz, quand même, faut rappeler, c'est intéressant, Ted Cruz, Donald Trump a dit que son père était impliqué dans l'assassinat de Kennedy, quoi. Enfin, je veux dire, il était l'objet de théories du complot de la part de Trump. Il était vraiment une cible pour Trump. Absolument. Ted Cruz, c'est vraiment l'une des figures montantes du Parti républicain depuis les années Obama. Et pendant la primaire de 2016, c'était l'un des de 2015-2016, c'était l'un des principaux challengers de Donald Trump. C'est vraiment l'enfant chéri du Tea Party, des très conservateurs aux États-Unis. Et donc, forcément, c'était le punching ball préféré de Donald Trump pendant la primaire. Il l'appelait Ted le menteur, Lying Ted. Alors, effectivement, c'était l'un des sobriquets un peu méprisants que Trump utilisait à ce moment-là. Mais depuis, il a vraiment changé son fusil d'épaule et il est devenu l'un des principaux soutiens à Donald Trump. Par exemple, c'est lui qui a mené le recours en justice auprès de la Cour suprême, qui n'a pas abouti parce qu'il n'a pas été examiné par la Cour. Mais effectivement, maintenant, c'est vraiment l'un des principaux soutiens de Trump politiques. Alors, ce mardi, il y a une double élection cruciale, je le disais tout à l'heure. 2 élections sénatoriales en Géorgie. C'est là que va se jouer demain, en partie, la présidence de Joe Biden. C'est un État traditionnellement républicain qu'il a remporté d'une courte avance. Et c'est là donc que se tient ce second tour de 2 sénatoriales qui diront quel parti contrôle le puissant Sénat. On est en ligne avec Alexis Buisson à New York. Salut Alexis, tu rentres tout juste de Géorgie, justement, où tu as suivi la fin de cette campagne, donc déterminante pour Joe Biden.
Bonjour Valentine, en effet, déterminante, c'est tout à fait le mot. Il suffit de regarder les chiffres. Actuellement, les démocrates et leurs alliés indépendants possèdent 48 sièges sur 100 au Sénat et les républicains 50. Les démocrates doivent donc impérativement gagner les 2 sièges de Géorgie pour arriver à égalité avec les républicains. Dans ce cas, les démocrates auraient un avantage car la Constitution prévoit que le vice-président, en l'occurrence Kamala Harris, se prononce dans l'éventualité d'une égalité de vote sur un texte de loi. Si les républicains remportent ne serait-ce qu'une de ces 2 élections, les démocrates seraient en minorité, ce qui serait synonyme bien sûr de blocage législatif pour Joe Biden. C'est dire donc si la pression est forte, Valentine, en Géorgie, les 4 candidats en course font des meetings tous les jours depuis la fin du premier tour en novembre, malgré le Covid. Ils ont été rejoints par Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump, qui doit retourner d'ailleurs sur place ce soir, quelques heures après une nouvelle visite de Joe Biden d'ailleurs. Il y a aussi des dizaines de groupes politiques qui sillonnent la Géorgie pour mobiliser leur camp, comme ici en banlieue d'Atlanta, comme vous allez le voir sur ces images, où une coalition d'organisations proches des républicains a lancé en décembre une tournée nommée « Sauver l'Amérique », rien que ça, en présence de plusieurs figures du parti, dont une certaine Sarah Palin, que vous avez peut-être reconnue de loin. On estime, Valentine, que plus de 400 millions de dollars seront dépensés dans ces élections qui s'annoncent serrées, un record dans l'histoire des sénatoriales américaines. Et quels sont les candidats en lice, Alexis ? Alors, il y a 2 élections. L'une oppose le journaliste d'investigation Jon Ossoff, 33 ans, à l'homme d'affaires David Perdue, qui est le sénateur républicain en place. Quant à l'autre élection, elle rassemble le second sénateur, la millionnaire Kelly Loeffler, copropriétaire d'une équipe féminine de basket notamment, et le révérend noir Raphaël Warnock, pasteur de l'ancienne église de Martin Luther King à Atlanta. Comme on peut l'imaginer, la campagne est vraiment tendue. Les électeurs sont bombardés de publicités négatives à longueur de journée depuis 3 mois. Quitte à provoquer une certaine lassitude d'ailleurs. Les sénateurs républicains accusent leurs adversaires d'être de dangereux suppôts du socialisme qui veulent supprimer la police, augmenter les impôts, revenir sur leur liberté, comme vous pouvez en avoir un aperçu sur cette publicité contre le pasteur Warnock, qui est le candidat le plus attaqué. En face, les démocrates vont aussi de leurs attaques, mais pas forcément avec la même violence. Les candidats accusent leurs riches adversaires républicains d'être coupés des réalités, d'entretenir des liens avec des suprémacistes blancs et d'avoir cherché à protéger leurs intérêts financiers pendant la crise du Covid-19 sans se préoccuper de la population de Géorgie. Dans cet État qui est traditionnellement républicain, comme tu le disais, Valentine, les démocrates comptent mettre le paquet sur les minorités raciales notamment. Il y a les Afro-Américains, bien entendu, qui sont très importants en Géorgie, mais aussi les Hispaniques et les Asiatiques qui ont beaucoup voté et contribué à la victoire historique de Joe Biden en novembre en Géorgie. En décembre d'ailleurs, les campagnes démocrates ont notamment organisé une chorégraphie, tous les moyens sont bons, devant un centre commercial indien à côté d'Atlanta pour rappeler à cette communauté en forte croissance en banlieue d'Atlanta donc de retourner aux urnes. On saura demain, Valentine, si ces quelques pas de danse auront marché auprès des électeurs. On verra. Merci Alexis. Ton reportage est à lire dans Mediapart. À bientôt. Bonne journée à New York. Question Tamara Boussac. Est-ce que Trump peut rester dans le paysage, quelle que soit d'ailleurs l'issue de ce scrutin en Géorgie ? L'avenir de Trump, il est assez incertain. Alors, il va rester dans le paysage en faisant ce qu'il fait de mieux, finalement, des meetings et des tweets. Mais je pense qu'il va aussi... il va avoir en tout cas une marque durable sur le Parti républicain. Parce que déjà, il fait un peu planer le doute sur est-ce qu'il va se représenter dans 4 ans ou non. Donc, on peut du coup envisager 2 scénarios pour 2024. Le premier, ce serait le scénario d'un parti républicain assez captif, finalement, de la décision de Donald Trump et de son annonce. Est-ce qu'il va ou non être candidat ou alors, au contraire, une primaire qui soit très ouverte, justement en raison du vide laissé par Donald Trump, si jamais il décide de ne pas se représenter. Et de fait, c'est vraiment très possible, notamment compte tenu de son âge. Et auquel cas, effectivement, on aurait une situation assez similaire à celle de 2015-2016 où il y avait énormément de candidats et où tous, je pense, vont essayer de bénéficier du soutien de Trump pour remporter l'investiture. Ça semble absolument pas négociable pour le coup. Et alors, du coup, le Parti républicain sous Joe Biden, il va ressembler à quoi ? Ça va dépendre un peu de... C'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle effectivement du fait que Trump a beaucoup... Il y a eu une réussite de Donald Trump, malgré sa défaite, c'est qu'il a quand même réussi à consolider des bastions républicains. Par exemple, en Floride, qui traditionnellement est un swing state. Et maintenant, on suppose que ça ne va plus être le cas, que ça devient un bastion républicain.
Mais en réalité, la principale transformation du parti en 4 ans, c'est que c'est devenu un parti d'opposition. Voilà, en 2016, c'était vraiment le premier parti aux États-Unis, aussi bien dans les institutions nationales que locales. Et d'un parti majoritaire, ça devient un parti d'opposition. Et le principal socle du Parti républicain ces 4 prochaines années, ça va être d'être dans l'opposition à Joe Biden. Il y a les midterms dans 2 ans, les élections de mi-mandat, qui fait qu'il y a énormément d'enjeux politiques à reconquérir, peut-être le Sénat, on verra ce qui se passe demain, ou la Chambre des représentants. Mais oui, je pense que ça va être vraiment le socle du parti, c'est d'être dans l'opposition à Joe Biden, avec donc les figures du Congrès qu'on a évoquées, Mitch McConnell par exemple, Ted Cruz. On va probablement voir des figures aussi un peu secondaire pour l'instant, comme Nikki Haley, qui est une star chez les conservateurs. C'est l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU et qui est vraiment soutenue par Donald Trump et qui, elle, vraiment soutient Donald Trump également. Donc c'est assez difficile de prévoir ce qui va se passer. Probablement beaucoup de figures émergentes et notamment au Congrès. Mais qui continueront à porter les idées de Donald Trump. Alors ça... Je pense que ça va beaucoup dépendre effectivement du jeu institutionnel, c'est-à-dire que s'ils sont vraiment dans l'opposition et notamment s'ils n'ont pas le Sénat, ils vont finalement pouvoir proposer peu de choses. Donc le fait d'être un parti d'opposition, ça va vraiment déterminer leur marge de manœuvre et ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire. Mais après, oui, c'est sûr que l'héritage de Trump va continuer d'être invoqué par les candidats locaux. En Géorgie, on l'a vu, il y a beaucoup de... C'est ce qu'on appelle la vague des bébés Trump. Et en Géorgie, on a eu notamment des républicains qui se réclament vraiment du Trumpisme, qui adoptent son type de discours très direct, très populiste. Donc oui, ça va rester, c'est sûr. Et pour finir, quelques mots sur peut-être les premières nominations dans l'entourage de Joe Biden. Qu'est-ce que ça nous dit de sa présidence? Alors, c'est des nominations qui sont assez classiques. En tout cas, c'est ça les commentaires qui ressortent. Ce sont pour beaucoup d'anciens membres de l'administration Obama, des figures qui sont très proches, très connues des démocrates. Et en fait, je pense qu'il y a... Alors, non seulement avec ces nominations, mais aussi des raisons qui tiennent à sa propre personnalité et aux personnalités démocrates au Congrès, il y a quand même un vrai risque de déception pour les jeunes démocrates progressistes qui soutenaient Bernie Sanders, qui sont la génération Alexandria Ocasio-Cortez, et qui ne veulent plus en fait de la politique un peu vieillissante, trop modérée, un peu molle selon eux, des cadres du parti comme Joe Biden, Nancy Pelosi, qui sont élus depuis 30 ou 40 ans. Et je pense que les nominations vont un peu dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a un vrai risque de déception chez les démocrates et notamment les plus jeunes. Oui, pas tellement de nouveautés dans tout ça. En 2018, on a pu croire à un renouveau du Parti démocrate, justement, avec ces nouvelles figures comme Alexandria Ocasio-Cortez. Et on voit que au niveau des institutions nationales, ce n'est pas encore le cas. Merci Tamara Boussac. Vous êtes docteur en histoire des civilisations aux États-Unis à l'EHESS et spécialiste du conservatisme américain. Merci d'être passé sur le plateau d'À l'air libre. Tout de suite, le 24 heures. C'est la rentrée, il faut lire Mediapart. Petit résumé de ce que vous pouvez y trouver ces dernières 24 heures. D'abord, cette enquête vidéo signée Sébastien Bourdon, Antoine Rouget, Camille Polony et Antoine Schirer. Ils ont collecté et analysé des centaines de vidéos prises le 12 décembre à Paris lors de la manifestation contre la loi sécurité globale. Leur enquête démontre le caractère illicite de plusieurs dizaines de charges policières effectuées ce jour-là, à l'image de celle-ci. Mais quelques secondes plus tard, le même groupe de policiers charge à nouveau. Sur un autre angle de caméra, on peut observer ce qui semble être le motif de la charge. L'interpellation de ce manifestant, muni d'un masque et d'une pancarte. Deux agents s'élancent, suivis par le reste de leur groupe. Le cortège est violemment repoussé. Des coups de matraque sont donnés. Les policiers font aussi usage de gaz lacrymogène. On distingue aussi sur les images l'interpellation d'une femme portant un gilet jaune.
Cette vidéo documente également les arrestations arbitraires de manifestants, les coups portés sans raison et la communication mensongère de Gérald Darmanin, notamment au regard du bilan judiciaire. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur se félicite de la stratégie anti-casseurs mise en place et annonce le chiffre de 142 interpellations. Les éléments réunis par Mediapart montrent que cette communication des autorités est fallacieuse. Sur les 142 personnes interpellées, 18 n'ont même pas été placées en garde à vue. Sur les 124 restantes, dont 19 mineurs, 49 ont bénéficié d'un classement sans suite. Le parquet ne disposait pas d'éléments suffisants pour les poursuivre. 46 autres ont reçu un simple rappel à la loi, c'est-à-dire un classement sans suite accompagné d'un avertissement. Pour 23 autres, les procédures sont encore en cours. Une personne a été relaxée. Et enfin, 5 ont été condamnés, dont seulement 2 pour des faits de violence. Une pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, et l'autre pour un jet de canette en direction des forces de l'ordre. En résumé, pour 113 des 142 personnes interpellées au cours de la manifestation, la justice n'a pas trouvé matière à les poursuivre. Direction l'Ain à présent avec ce reportage de Jordan Pouille. Il raconte l'espoir suscité en 2019 par un couple d'acteurs taïwanais reconvertis dans les affaires en Chine qui avait fait construire une usine près de Lyon afin de lancer une gamme de produits de beauté made in France. Un peu plus d'1 an plus tard, paralysé par la pandémie, le site pourrait fermer. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée, salut!